Bonjour et bienvenue ici en Australie, à Sydney. Nouvelle étape de ce tour du monde de la francophonie que l'on vous propose sur TV5 Monde. 25 heures de direct au total, 23 destinations sur les 5 continents. On est à peu près à mi-chemin ici donc à Sydney en Australie, en partenariat avec les Alliances françaises et avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous aussi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TDMF. Mot dièse TDMF pour être parfaitement francophone. Je suis très heureux en tout cas de vous accueillir ici à Sydney en Australie. On est dans le quartier de The Rocks, donc ici à Sydney. C'est le plus ancien quartier de la ville où les premières maisons ont été construites. C'était au milieu du 19e siècle. Voilà pour le petit clin d'œil historique derrière moi. L'un des symboles de cette ville, le Harbour Bridge, l'un des plus beaux monuments de cette ville de Sydney. Sans plus attendre, je vous présente les invités de cette première partie d'émission. Ils sont tous francophones, installés en Australie depuis plusieurs années. On va faire leur connaissance dans un instant. À ma gauche, tout d'abord, il y a Sandrine Charruyer. Bonjour Sandrine, vous êtes réalisatrice et productrice de documentaires. Juste à côté de vous, Vincent Hernandez. Bonjour Vincent, directeur du Bastille Festival qui se déroule ici à Sydney, un très beau festival dont on va parler dans un instant. À ma droite, Johanna Cabot. Bonjour Johanna, animatrice radio. Et puis à côté de vous, il y a Athesia qui est une chanteuse d'origine québéco-haïtienne, formidable mélange donc de francophonie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. L'Australie, une destination synonyme de rêve et de bohème qui a toujours fasciné les voyageurs et les amateurs de grands espaces. Depuis une quinzaine d'années à peu près, il y a de plus en plus de francophones qui viennent s'installer ici, qui tentent la grande aventure australienne. J'ai regardé les derniers chiffres, il serait près de 90 000 installés ici actuellement. À titre de comparaison, sachez qu'il y aurait 3 000 Australiens installés en France. Ma première question pour nos invités, eh bien justement, elle a lieu à cette expatriation. Sandrine, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir vous installer ici en Australie? C'est quoi? C'est le soleil? C'est la bonne humeur des Australiens? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Je pourrais dire que c'est un petit peu tout à la fois. Initialement, c'était surtout l'esprit, la découverte d'espace, cette sensation de liberté. Les Australiens sont vraiment très relax. Évidemment, le climat est un bonus. On a envie tout de suite de rester dans ce pays. On s'y attache très facilement. Ce qui peut être très facilement dangereux et évidemment on n'a plus trop envie de repartir. Vincent, vous acquiescez à côté, c'est dangereux de venir ici? Non mais c'est vrai que quand on arrive en Australie, on est souvent un peu grisé et il y a beaucoup de jeunes qui débarquent avec des working holidays, qui ont très envie de rester et c'est pas toujours facile parce que c'est un pays qui ferme ses frontières de plus en plus. Et donc du coup on le voit très souvent avec beaucoup de jeunes qui sont frustrés de devoir retourner en France, qui aimeraient pouvoir faire une carrière ici par exemple. Ouais, je fais juste une petite précision, le Working Holiday Visa, c'est effectivement un visa de travail pour venir travailler donc ici en Australie pendant à peu près un an. Et effectivement, il y a de plus en plus de Français et de Belges qui viennent, à peu près 30 000 actuellement avec ce PVT, avec ce Working Holiday Visa. Et effectivement, ça attire de plus en plus de jeunes Français qui viennent tenter cette grande aventure australienne. Johanna, vous êtes la plus jeune ici à venir tenter l'aventure australienne. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir, vous, en Australie? J'avais envie de voyager et je voyais qu'en France, j'avançais pas autant que je le voulais. Et j'avais une amie qui faisait des études de journalisme ici et je l'ai suivie dans ses études pendant une semaine à l'université. Et ça m'a plu tout de suite. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai rien à perdre, la qualité de vie, elle est incroyable. Et j'ai eu aucun doute depuis que je suis arrivée. Aucun doute. Athesia, oh, le grand saut pour vous, hein. Québec, Australie, on passe des climats un petit peu froids à carrément le soleil. C'est la première raison ou il y avait d'autres choses? Bon, j'ai eu une opportunité et quand je suis arrivée, j'ai mis pied ici à Sydney, j'ai dit oh là là, il faisait super beau, c'était justement à la fin du mois de septembre. J'ai senti Haïti parce que bon, il y avait les Blue Mountains qui brûlaient et c'est pas trop cool, mais j'ai dit oh my God, ça sent comme Haïti, les palmiers, les frangipani et tout. Et puis j'ai vraiment découvert, j'ai dit mais c'est comme si j'avais Haïti, une des îles que j'aime, et Montréal, parce qu'ici, on est sécuritaire, la qualité de vie est bien, et puis c'est relax et tout. Donc j'ai dit, je retrouve les deux îles que j'aime le plus dans une grande île. Et puis je me suis dit, bon, ben moi, je reste. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui est arrivé. Et puis je suis heureuse ici. Je veux dire, regardez, il fait super beau, c'est le printemps, et puis
Et puis le minimum qu'ils puissent faire ici, c'est 5 degrés. Donc si vous me connaissez à Montréal, c'est moins 40. Je pense que je suis heureuse d'être ici, quoi. Je rappelle, vous êtes québécoise d'origine haïtienne, donc c'est pour ça que vous parlez effectivement souvent d'Haïti. Quant au soleil, je l'ai commandé juste avant l'émission, donc c'est pour ça qu'il fait 30 degrés, il fait très chaud. Merci Nicolas. Ouais, j'ai quand même une question à vous poser. Moi-même, j'aimerais bien tenter l'aventure australienne. Tout le monde dit que c'est un Eldorado, que c'est un pays génial. Certains voient effectivement ce pays comme le pays rêvé. Vous êtes d'accord avec ça, où il y a quand même quelques petites choses, où il faut quand même avertir les francophones qui aimeraient venir ici, en disant « Ok, c'est un beau pays, mais voilà le revers de la médaille ». Oui, mais déjà par exemple, le coût de la vie est extrêmement cher, devient de plus en plus cher. Et comme il y a plus en plus de monde qui veulent venir travailler, les salaires baissent aussi un peu de plus en plus. Et donc c'est ça, donc c'est difficile aussi de rester parce que, comme disait Vincent, les frontières commencent à se fermer en Australie. Donc c'est vrai que parfois ceux qui viennent en Working Holiday visa ont du mal, doivent cumuler deux travaux. Excusez-moi. Oui, voilà. Donc ce serait ça. C'est ça qui peut être un peu compliqué. Ouais. Vincent, vous êtes d'accord avec ça? Ça peut être un petit peu le revers effectivement de cet Eldorado? Je suis d'accord avec ça. Il y a plein d'opportunités. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On peut quand même cumuler 2 jobs, ce qui est rare dans plein d'endroits. Mais par contre, je pense qu'un des autres revers de la médaille, c'est que c'est quand même très loin. Et que, mine de rien, un avion plus une escale plus un deuxième avion, c'est pas un avion direct pour rentrer en France. Et que ça, très souvent, il peut y avoir une sensation d'isolement qui se crée. Donc bien évidemment, c'est un paradis et on a de la chance d'être là. Et c'est peut-être parce que c'est aussi loin, d'ailleurs, que ça reste un paradis. Mais le downside, le revers de la médaille, c'est justement, il se passe quoi que ce soit en France, c'est minimum 48 heures avant d'avoir vu la famille. Vincent, je reste avec vous. Vous avez donc créé ce Sydney Festival. Vous êtes entouré vous m'avez dit tout à l'heure, uniquement de salariés français. Avant de poursuivre cette discussion avec vous, je vous propose de regarder un petit teaser, comme on dit ici, une petite bande-annonce de ce Basti Festival qui a donc lieu chaque année à Sydney. Regardez. Take you up in boom boom bosh, boom boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Plans would come true. Ouais, il est sympa ce petit clip, il donne envie de danser. Il y avait un peu de clichés à la française quand même, on a vu le Moulin Rouge, etc. Alors ça c'est très drôle. La première année quand j'ai lancé le festival, je voulais éviter tous les clichés. Je me suis planté complètement. Les Australiens aiment nos clichés français. Alors lesquels justement? Le cancan, le cabaret, le vin, tout ce qu'on peut imaginer comme bon cliché français, la baguette, etc. Et ça c'est vrai et ça fait partie de notre culture. Il faut l'assumer. Et moi la première année je me suis dit non, on va pas aller là-dedans. Et en fait non, c'est génial d'amener ce folklore français et après d'aller un peu plus loin que ça et d'amener d'autres choses. Sandrine, vous êtes dans l'univers du documentaire. Vous êtes en train de produire votre premier film actuellement. Vous faites du théâtre, vous êtes animatrice radio. Quand on en a discuté avant, vous m'avez dit j'ai énormément de casquettes et c'est quelque chose qui est très bien vu ici. En France, souvent, on met dans des cases, etc. Par contre, ici, non, on peut avoir plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs bien ce qui m'a plu ici. C'est cette possibilité, cette liberté de dire... Aujourd'hui, je peux être présentatrice de radio parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est possible. On vous donne la possibilité, on vous donne votre chance, chose qui n'est pas toujours évidente en France ou en Europe. Et pour le coup, vous avez les moyens de vous essayer à plein de choses et d'approfondir ces choses-là. Donc, vous arrivez à un point où vous pouvez dire « je suis capable de faire ça, ça et ça » et effectivement changer de casquette à chaque fois que l'occasion s'en présente. Et ici en Australie, c'est vraiment formidable pour ça. C'est pour ça qu'on s'y sent bien, c'est pour ça qu'on se sent d'attaque, d'essayer quoi que ce soit. Rien ne vous fait peur parce qu'on vous donne cette possibilité-là, on vous ouvre les portes très facilement.
ce qui n'est pas toujours évident en France. En un mot, pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient tenter l'aventure ici, le secteur ou les secteurs qui recrutent le plus, la restauration, je suppose. Est-ce que la communication, le journalisme, le milieu des arts, ce sont aussi des milieux qui recrutent ou pas spécialement? C'est un peu plus difficile, étant donné que c'est peut-être un très grand pays, mais malheureusement avec pas assez de monde, un marché qui est un peu étriqué. Mais il y a un truc que je peux te dire, c'est que moi, quand je suis arrivée ici, je n'arrivais pas à trouver un boulot parce que je n'avais pas un boulot quand je suis arrivée. Donc, je me suis dit, bon, ils ont peut-être besoin d'une black comme moi, mais finalement, j'ai compris que black égale aborigène. Donc, ils ont dit, bon, on a peut-être besoin d'afro. Donc, j'ai commencé à faire de la figuration et des rôles. Et la preuve, il y a une de mes cousines aux États-Unis qui m'a dit, mais attends une minute, c'est Athesia qui joue dans Deadly Woman. Donc, des fois, ils ont besoin des personnes qui viennent des étrangers. Et c'est pour cette raison-là que oui, ça peut être, mais je veux dire, on n'a pas des rôles tous les jours. Mais il y a des opportunités, je crois. Et, vous avez senti, vous, Athesia, cette envie de vous employer par rapport à vos origines? Oui, exactement. Et puis, je veux dire, ici, les gens, ils connaissent pas beaucoup d'Haïtiens, évidemment. Donc, ils pensent que je viens des îles Fidji, ils pensent que je suis aborigène, ils savent pas. Ils connaissent, on est en Australie, c'est loin, c'est la même chose à Montréal. Il n'y a pas beaucoup des gens qui viennent de Fidji ou Samoa Islands. Non. Donc, ils ont cette soif de découvrir qui on est, c'est quoi notre culture. Et ils ont cette soif-là parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer un voyage en Haïti, en République dominicaine, à Cuba, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a des ouvertures. Et justement, au niveau de la musique, ils sont ouverts aussi, la culture et tout. Donc, moi, ils sont ouverts sur tous ces métiers. Oui. Johanna, vous en avez fait l'expérience. Vous êtes animatrice radio. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé le concept de cette émission. Vous allez chercher des petites histoires de francophones et vous les racontez à la radio. C'est important d'avoir ce lien pour ces francophones entre justement la culture francophone et ce média radio justement ici. Oui, bien sûr. Mais déjà, média radio, on diffuse une information. On va diffuser aussi voilà, cette information que peut-être les Français recherchent ici en Australie. Et puis on va s'intéresser donc voilà, à l'histoire des francophones, qui soient français, qui viennent des Antilles, qui viennent d'ailleurs, et on les partage avec ces autres francophones. Mais c'est pas que aussi des gens qui ont habité, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, c'est aussi des Australiens qui parlent français ou qui apprennent le français et qui ont envie de pratiquer, qui savent pas trop comment parce qu'ils connaissent pas énormément de français peut-être, et ça les aide beaucoup. Vous sentez que les Australiens ont justement envie d'apprendre la langue française? Ouais. Puis la langue française, elle est quand même, c'est une des 5 langues les plus apprises ici en Australie en fait. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français, que ce soit à l'école élémentaire, au collège, à l'université aussi, beaucoup. Et ils adorent, ils adorent pratiquer. Ils ont cette image voilà, de la France, de Paris, tous ces clichés. Ouais. Vincent, vous êtes d'accord? Il y a beaucoup d'Australiens qui viennent au Ciné Festival justement? C'est quasiment que ça. Hein. Bien évidemment, on a toute la communauté française, enfin une grande partie de la communauté française qui vient, mais c'est un festival qui est fait pour célébrer la France à travers les Français, mais surtout les Australiens. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que c'est les Australiens qui souvent jouent le plus le jeu, d'arriver en bleu, blanc, rouge ou avec vraiment avec des vêtements très, très typiques. C'est très drôle. Et effectivement, ils ont cet amour de la culture française, de la gastronomie, du vin, des arts et de la musique et de la fête. Athesia, je reviens vers vous. Donc vous êtes québécoise d'origine haïtienne. Vous êtes lancée ici dans une carrière d'artiste. Vous chantez en 4 langues, ce qui m'a relativement impressionné. Moi qui en maîtrise à peine 2. Donc 4 langues. On va regarder tout de suite un petit extrait d'un clip en anglais. Et puis après, on va avoir une petite surprise pour vous. Mais tout de suite, donc un clip de Athesia. I saw you sing for your child. He was a sunshine through your eyes. He came to me, rush high from the sunrise, made me dance in your dreamland. Inside of me was something new. I looked at you and then I knew I'll have to wait like your nightstand. Don't make me wait like a nightstand. Oh, you know that's something I can't stand. Oh,
Bon, Athesia, on vient de vous entendre en anglais, mais moi, s'il vous plaît, j'ai envie de vous entendre en langue française ici, devant ce pont de Sydney. Faites-nous une petite chanson de votre répertoire en français. Avec plaisir, Nicolas. Je me présente, je suis coquine et parfois même un peu maligne. On dit que j'ai une voix féline, c'est écrit en Chine dans les magazines. J'aime chanter des petites comptines qui enquiquinent mes voisines. Des chansons un peu clandestines, câlines, féminines et papalines. Athesia will tease ya, Athesia will tease ya, Athesia will tease you all. Athesia will tease ya, Athesia will tease ya, Athesia will tease ya. Accompagnée de mes darlings, que j'impose toujours le smoking. Lors des soirées mondaines, ils titillent vos zones érogènes. Musique afro-cubaine, brésilienne, haïtienne, oh oui, j'aime. Musique afro-cubaine, brésilienne, haïtienne, à vous couper la laine. Athesia will tease ya, Athesia will tease ya, Athesia will tease you all. Athesia will tease ya, 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 Athesia will tease you all. Athesia will tease ya, Athesia to tease ya. Ce soir, à TV5 Monde. Ouh là là. Oui, Athesia, bravo. Magnifique. Merci, Michael. Okay. En plus, je dois vous l'avouer un petit peu, c'était relativement improvisé puisqu'on a décidé ça quelques minutes avant l'antenne. Donc merci beaucoup. Merci et à merci à Michael, le guitariste d'Athesia également. Merci beaucoup. C'était ça a bien mis l'ambiance. Je vous ai bien titillé, teasé. On s'en fera une petite version après en coulisses. Je Ouh là là. Je me retourne vers vous, Sandrine, vous qui êtes animatrice radio également, sur une radio qui met justement en avant les musiques francophones à l'adresse donc des francophones, mais aussi des Australiens. Les Australiens, ils sont demandeurs de ce genre de chansons avec des paroles françaises. Vous avez envie de leur donner, de leur transmettre ces chansons en français? Oui, tout à fait. On est agréablement surpris, mais on reçoit très régulièrement des coups de fil à la radio communautaire de Eastside. C'est là où notre show français Forever French est en podcasté. Et on est vraiment tous les jours, enfin c'est une fois par semaine, les mercredis soirs de 8h à 9h30. On est très très surpris, on reçoit sans arrêt des appels qui nous félicitent, qui nous demandent le nom des artistes, qui veulent vraiment s'imprégner de cette culture française à travers la musique. On ne s'y attendait pas du tout. On a commencé ce programme français, mais vraiment en amateur, avec... et ça a pris de l'ampleur. Et ça a pris de l'ampleur. Les deux, trois artistes justement français et francophones, on va dire, qui plaisent le plus aux auditeurs, ça serait lesquels? Camille, je dirais Camille, que oui, Camille est très 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 populaire ici. Féfé est un des autres. Et il y en a Il y a d'autres. aussi les vieux classiques aussi, Par exemple. Ben, Jacques Brel et tout, ils adorent les vieux classiques. Ouais, donc je pense que c'est la combinaison. Et qu'est-ce qui est génial, c'est que lorsqu'on les fait découvrir la musique québécoise aussi, de Montréal, et les gens sont « Oh, mais attends une minute, il y a quelque chose de nouveau » et tout ça. Donc vraiment, je pense qu'ils sont ouverts à tous, tous les artistes. Ouais. Athesia a intégré notre show dans lequel on parlait. Elle s'est intégrée à notre show français parce qu'elle peut. Sa musique plaît aussi. Est-ce que vous pensez que les musiques françaises, justement, ça peut être un très bon vecteur pour apprendre la langue française ici? Absolument. Absolument. Je me souviens très bien de ma fille, quand elle allait à l'école, on leur apprenait les langues en chanson. Donc la langue française en l'occurrence, on m'a demandé d'amener des CD, de venir aider un petit peu. Donc la culture est là pour être un vecteur d'apprentissage de la langue. Oui, comme nous, en tant que Français, on a eu un très grand plaisir à apprendre l'anglais en chanson. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est pareil, j'ai appris l'anglais en chantant. Et on peut apprendre mal, le français.
Johanna, je me tourne une seconde vers vous. On reste dans l'univers de la radio. Ouais. Je voulais revenir avec un beau projet que vous avez, sur lequel vous avez travaillé également. Ce sont des informations pour la communauté africaine francophone en Australie. Racontez-moi un petit peu l'historique de ce programme. Donc, c'est directement à destination de la communauté africaine en Australie. Voilà, c'est ça. En fait, donc là, notre programme sur la radio, c'est SBS French. Et on a 4 heures de radio par semaine. Et en fait, sur ces 4 heures, on essaye de faire un minimum de 20 minutes d'information de ce qui se passe en Afrique, dans l'Afrique francophone, à destination aussi, pas que des Africains francophones, mais de toute la communauté francophone, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent français aussi en Afrique et que c'est aussi important que toutes les autres communautés et qu'il faut donner ces informations et informer tout le monde. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais. Bon allez, j'ai une dernière question pour vous 4. On l'attend ou pas cette aventure australienne à votre avis? C'est un grand oui? Ah oui. Ah oui, ouais. absolument. Ouais. Bon. Allez-y, Ouais, prenez le allez-y. risque. Bon. Il n'y a rien à perdre, il y a des Sans plages. Ouais, ça a l'air d'être assez sympa d'une manière globale. Bon, je vais voir avec ma direction de TV5 Monde, peut-être que je demanderai peut-être à être muté ici. On va peut-être essayer de monter une antenne de TV5 Monde. Il y en a un en tout cas qui a tenté lui aussi l'aventure australienne pendant plusieurs années. C'est l'artiste français Charles-Élie Couture. On va en parler dans un instant. D'ici là, je vous remercie tous les 4 en tout cas d'avoir été nos invités sur TV5 Monde. Merci pour toutes ces informations, de nous avoir fait partager votre bonne humeur et votre aventure australienne. Charles-Élie Couture, donc j'en parlais il y a un instant, il est venu ici dans les années 90. Il est resté ici plusieurs années, un pays qui l'a beaucoup inspiré pour ses œuvres, que ce soit les chansons, les peintures, mais également pour des livres. Charles-Élie Couture, on l'avait rencontré il y a quelques semaines à Paris et puis il nous a parlé de cette aventure australienne. Je vous propose de regarder et d'écouter. Melbourne, 1990. Melbourne, Aussie. Je finis un roman, il fait chaud. La ville de Batman se resserre. J'ai enregistré donc 2 disques à Melbourne, dans le même studio, à 1 an de décalage, en 90 et 91. J'avais choisi la ville parce que justement, je voulais me retrouver plongé dans une vraie culture australienne. Enfin, on dit Melbourne, c'est la ville 4 saisons, 4 seasons in a day. On profitait d'une espèce à la fois de laisser-aller qui était très agréable et encore une fois d'entrain qui m'a toujours stimulé, quoi. Les gens étaient assez curieux. Comme la glace des terres australes. Disons que ce qui me fascinait de l'Australie, c'était ce rapport entre une culture occidentale moderne, électrique, voire électronique, et puis la culture aborigène, la culture spirituelle aborigène. Quand on écoute le didgeridoo, le waouh, 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 ça parle à une sorte de vibration à l'intérieur de soi, alors que notre civilisation est une civilisation du rythme. Railway station, en plein désert, souvenir fantôme d'une ville minière. Voyageurs incertains, relayeurs sans témoins, businessmen retardés ou maris disqualifiés. La culture française, où qu'elle soit dans le monde, est une culture qu'il faut presque aller chercher parce que c'est plus comme la mousse, si tu veux, que comme les fougères, quoi. Alors, du coup, elle est présente, mais elle est, on va dire, plus sous-jacente qu'apparente, hein. Et les Africains francophones avaient beaucoup plus d'impact que les franco-francophones, si je puis dire. Je pense à Ismaël Lo, par exemple, ou Angèle Kidjo, des gens comme ça. C'était des gens qu'on connaissait. L'Australie et la Tasmanie, que j'avais aussi beaucoup aimé, des pays, somme toute, assez mystérieux, parce qu'on ne peut pas en faire le tour, stimule l'imaginaire, parce que justement, il faut combler les vides.
Une vie d'artiste, c'est une vie d'expérience, une vie dans laquelle on se doit d'essayer. Et l'Australie, quand on s'essaye à la comprendre, il y a beaucoup de choses qui apparaissent en soi. C'est comme tous les déserts, quand on en fait l'expérience, on revient grandi. Je trouve que de l'Australie, on revient grandi. Voilà donc pour cette interview de Charles-Élie Couture, chanteur français, interview que l'on avait enregistrée à Paris il y a quelques semaines sur son aventure ici donc en Australie, aventure passionnante donc de Charles-Élie Couture. Deuxième partie de ce tour du monde de la francophonie depuis Sydney ici en Australie. Je vous le rappelle, le tour du monde de la francophonie, c'est 25 heures de direct au total. On est à peu près à mi-chemin actuellement, 23 destinations sur 5 continents, en partenariat avec les Alliances françaises et avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis un rappel, c'est important, vous pouvez vous aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TV5 Monde, mot dièse TV5 Monde pour être parfaitement francophone. Deuxième partie donc de cette émission, toujours depuis le quartier de The Rocks, donc à Sydney, quartier historique de cette ville. Et j'ai autour de moi 4 Australiens et Australiennes francophiles, des amoureux de la langue française et de la culture francophone. Je vais vous les présenter tout de suite. Je suis très heureux qu'ils soient là puisqu'on a des belles personnes autour de nous, de beaux artistes. Lulu en premier, Lulu qui est chanteuse au sein du duo Baby et Lulu. On verra ça dans un instant. C'est un duo assez magique qui reprend tous les codes de la langue et de la culture francophone. À côté de Lulu, nous avons Mickaël Gringer qui est le directeur du Petit Théâtre de Sydney. Merci Mickaël d'être avec nous. À ma droite, cette fois-ci, nous avons Sarah de Possès. Merci Sarah d'être là. Vous êtes actrice très connue en Australie. C'est un plaisir de vous recevoir, en tout cas sur le plateau de TV5 Monde. Et puis à côté de vous, nous avons Alison Windsor qui est artiste enseignante, c'est ça, vous m'avez dit, c'est mon titre exact. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est artiste enseignante en France, en Belgique ou en Suisse ou au Québec. On ne sait peut-être pas trop ce que c'est, mais ici en Australie, on a l'air de savoir. Artiste enseignante, j'ai hâte de savoir exactement ce que cela veut dire. Merci en tout cas d'être avec nous sur TV5 Monde. Je me tourne en premier vers vous, Sarah de Possès. Vous êtes donc une actrice australienne qui jouait dans des séries ici. Pourquoi vous avez décidé d'avoir cette accointance, ce lien avec la langue française? Dites-nous comment vous êtes venu cette envie d'apprendre le français. J'étais toujours attirée par la langue française parce que c'est une langue très romantique. Donc à l'université, j'étais obligée de choisir une langue pour mes études internationales. Et j'ai choisi le français. D'accord. Ouais. Donc une série donc à la télévision. Quand est-ce qu'on vous voit dans un film ou dans une série en français? Bientôt? Ça sera un beau défi. Oui. Dans les prochaines années, peut-être. J'espère. Ouais. J'espère. Donc la langue française, une langue romantique. Oui. Est-ce que également l'art français, la culture française, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, absolument. C'est une des choses que j'aime bien de la France qui m'a attirée au début. C'est le cinéma français. C'est pas typique des scénarios d'Hollywood, c'est un peu plus réel, c'est un peu plus... C'est attirant pour moi. C'est attirant. Ouais. Mickaël Gringer, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur du Petit Théâtre de Sydney. En quelques mots, ce théâtre, quelle est sa mission ici à Sydney? En fait, on joue les pièces francophones pour les francophones et les francophones de Sydney. C'est ça qu'on fait. Alors, au sein de la troupe, vous avez des Français, des Belges, c'est bien cela? Oui, les Français, les Belges, les Suisses et quelques Australiens aussi, francophiles et francophones. Alors justement, je rebondis, il y a des Australiens qui viennent dans la troupe. C'est un bon moyen, un bon vecteur pour eux d'apprendre la langue française? Oui, bien sûr. Et pratiquer et s'habituer de mots et de couture français. Alors vous me disiez aussi que dans le public qui vient par contre à votre théâtre, il y a beaucoup d'Australiens. C'est assez surprenant. Non, ce n'est pas du tout surprenant parce qu'il y a surtout les femmes d'un certain âge qui étudient français à l'école ou au lycée qui aiment bien garder les liens avec français. Et donc, elle fait partie de notre public chaque soir. Et la nouvelle génération, est-ce qu'elle vient également ou pas?
Il y a aussi les Australiens qui étudient français qui viennent, mais c'est plutôt les expatriés français. Vous avez parlé tout à l'heure de Working Holiday Visa, et je crois que grâce à le Working Holiday Visa, on a un public beaucoup grand qu'avant. Alors je suis obligé de vous poser, je vais rebondir sur cette question du Working Holiday Visa. Est-ce que c'est ce visa travail pour les Français, les Belges notamment, est-ce que c'est une bonne chose à votre avis pour l'Australie, ce visa de travail ici qui attire beaucoup de francophones? Alison, vous en pensez quoi en fait de cette ouverture? Moi je trouve que c'est très bien, tout échange entre les cultures et entre les pays ne peuvent que améliorer la compréhension les uns et les autres. Donc moi je suis pour et je pense que, comme vous avez entendu, les Australiens adorent les Français et donc on les accueille. Oui, bien sûr. Lulu, vous êtes d'accord? Là, vous avez envie d'accueillir les Français en Australie. Lulu, vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. On va voir dans un instant votre univers, Lulu, qui est très teinté effectivement d'ambiance et d'atmosphère francophone. Vous, Lulu, pourquoi vous êtes venue justement à la chanson française, à chanter en français? Pourquoi? Oui, comme mes collègues ici, j'étais toujours attirée par la langue française. Et donc, j'ai étudié pendant des années. J'ai fait mes études de 3e cycle ici en Australie. J'ai jamais vécu en France, mais j'adorais la langue. Et je suis musicienne comme travail. Je joue du violon depuis que j'avais 3 ans. Alors, j'ai une amie avec qui j'ai eu un très bon rapport. Et on était à Paris Ah oui, parce que l'anecdote est géniale. D'accord. On était à Paris à la même temps. Et on s'est rendu compte qu'on parlait en français. Et alors j'ai décidé de lui demander si elle voulait chanter quelque chose en français ensemble. Et puis on a essayé ensemble. Et il y avait vraiment quelque chose de magique entre nous. Et étonnamment, c'est un bon succès en Australie. C'est un bon succès. C'est vrai, ça fonctionne bien. Ouais. Et pour moi, c'est une chose délicieuse de chanter en français avec la langue que j'adore. Et de cette rencontre est donc né 2 CD que je vais présenter maintenant, 2 jolis CD, Baby et Lulu. Oui. C'est donc votre duo. Eh ben, plutôt que d'en parler, je vous propose justement qu'on écoute un petit extrait de ce duo, Baby et Lulu. Regardez. C'est super, qu'avec aucun effort tu sois si débonnaire. C'est chouette, t'as les mains de Samson mais le cœur de poète. C'est génial, quand je suis avec toi, je me sens comme une grande étoile. La la la, la la la. Bon, moi je me suis mis à danser sur le plateau pendant le clip. Moi j'adore l'accordéon. C'est une chanson qu'elle a écrite. Ouais. En tout cas, c'est très entraînant avec cet accordéon. En tout cas, quels sont vos chanteurs qui vous inspirent, les chanteurs francophones qui vous inspirent? Oh, mais il y en a tant. Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, Edith Piaf, on ne peut pas. C'est marrant, on a un peu reconnu un petit peu le style Edith Piaf quand même dans ce clip. Oui, exactement. Surtout Abby, l'autre chanteuse. Camille, bien sûr. Dont on a parlé en première partie. Oui. Et puis, qui d'autre? Serge Gainsbourg, Zaz. Je connais Zaz maintenant. Elle est très forte comme chanteuse. Des chanteurs relativement incontournables, effectivement, de la scène française. Ouais. Je me tourne vers vous, Sarah. Ouais. On parlait des chanteurs francophones. Jacques Brel, c'est un chanteur que tout le monde connaît dans le monde. Ouais. En 2010, vous avez également en fait fait un projet lié à Jacques Brel. Qu'est-ce que c'était ce projet avec Jacques Brel? C'était une comédie musicale qui s'appelle Bienvenue à Brelville. Et en bref, l'histoire, c'est un homme qui est amoureux d'une femme, mais il a peur de l'aborder. Donc il est transporté dans un monde imaginaire qui s'appelle Brelville. Et à travers la chanson de Brel, il prend le courage
de le poursuivre. Alors pourquoi avoir choisi un chanteur francophone plutôt que Midnight Oil, In Excess, Kylie Minogue Non, en fait, j'ai tombé amoureuse de Brel dans ma première année de l'université au théâtre. J'étais accompagnatrice au piano et j'ai joué dans une pièce où on a eu Marika, c'est une de ses chansons, et je suis tombée directement amoureuse de lui. Et je me suis dit que je voulais créer ma propre pièce, mais avec la version originale, parce qu'on avait la version en anglais et ça tue un peu. Le chanson. C'était quoi? C'était le son de la langue française, les mots qu'il employait? Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est tout. C'est la musique, premièrement, mais puis quand tu entends les enregistrements de lui en train de chanter, c'est... Ça donne des frissons. Bah oui, absolument. Et c'est complètement différent de ce qu'on a. De ce qu'on a ici. Exactement. Effectivement. Je me tourne vers vous à présent, Alison Windsor. Bon, alors vous êtes artiste enseignante. Qu'est-ce que c'est une artiste enseignante en Australie? Dites-nous tout. Alors, une artiste enseignante utilise des techniques de l'art, donc dans mon cas, c'est les techniques théâtrales, pour enseigner les gens. Donc moi, j'utilise les techniques théâtrales pour aider les gens à apprendre les langues étrangères. Alors quand je vivais à Paris, je faisais les ateliers pour les Français qui voulaient apprendre l'anglais et maintenant je fais en Australie pour les Australiens qui apprennent le français. Donc c'est un boulot que j'adore parce que je suis une de ces Australiennes qui cherchent toujours à parler le français. Donc ça me permet de combiner ces deux passions et d'échanger avec les gens qui adorent aussi. Donc le jeu, la représentation, c'est pour vous un des meilleurs moyens de donner envie aux gens d'apprendre la langue française? Pour moi, j'y crois vraiment parce que quand on parle une langue étrangère, on a besoin de sentir un peu de liberté et de sortir de soi-même. Donc le théâtre, c'est parfait pour le faire. C'est parfait pour le faire. Il y a une autre chanteuse qui chante régulièrement en français, qui de plus en plus en tout cas, elle s'appelle Julia Stone du célèbre duo Julia et Angus Stone qui sont très connus à travers le monde. C'est un duo bien entendu incontournable ici en Australie. On l'avait rencontré, Julia Stone, à Paris également il y a quelques semaines et elle nous parlait un petit peu de ce rapport avec la langue française. Regardez ce qu'elle nous disait. Ce n'est pas toujours facile pour nous de chanter en français. Il faut vraiment que j'écoute avec attention et que je me concentre. J'ai déjà chanté avec Benjamin Biolay sur l'un de ses albums en 2012. Assis sur la dune, le corps brûle dans l'écume. Et il a également chanté sur l'un de mes albums avec moi. J'ai dû beaucoup m'entraîner pour me familiariser avec le français. C'est une langue vraiment romantique, vraiment belle, avec une belle musicalité. J'aime beaucoup les chansons de Vanessa Paradis. J'en ai chanté plusieurs fois. J'adore sa voix. Même si je ne comprends pas toutes les paroles. C'est vraiment beau à écouter. Et je suis fan du groupe français Phoenix également. Il est vraiment incroyable. Voilà pour l'interview de Julia Stone. Lulu, on en parlait encore de la langue française romantique. Elle disait de nouveau Julia Stone. Bon, finalement, c'est le mot qui revient le plus souvent, on a l'impression. Hein. Le romantisme de la langue française. Voilà exactement. Notre public ne comprend pas du tout de ce qu'on chante. Mais il y a une ambiance pour le public qui est vraiment délicieuse. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ces films noirs et blancs, avec la musique de Piaf et Maurice Chevalier, etc., etc. Alors, oui, c'est romantique, c'est un voyage en France. Comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de chanteurs australiens qui chantent en français? La plus connue, c'est Tina Arena, qui est connue maintenant dans le monde entier, qui a fait pas mal de chansons en français. Ils volent notre idée, enfin. C'est ça, en fait, voilà, c'est ça la vraie raison. Et moi aussi, je veux chanter avec Benjamin Biolay. Ah ben, on pourra peut-être lui demander ensuite, ça pourrait être une bonne idée. Oui. Je ne sais pas, la France, c'est formidable, c'est pourquoi elle choisit ça. Je sais pas, ouais. Michael Gringer, vous, au théâtre de Sydney, les gens qui viennent dans le public, vous les sentez vraiment intéressés par la culture française au sens large?
Oui, je crois. C'est le sens large et c'est une façon de garder les liens qu'ils ont trouvé pendant l'étude ou les voyages. C'est une façon de garder ces liens-là. Est-ce que vous avez l'impression que le public ou même les acteurs sont plus demandeurs de pièces anciennes ou de pièces plutôt récentes au théâtre? Je crois que l'important, c'est pour s'amuser. Les gens qui viennent pour le théâtre, c'est pour rigoler. Donc ça peut être les pièces anciennes, les pièces contemporaines, mais c'est pour rigoler. Ils ont envie de rigoler. Bon, il faut que je vous pose la question. Quelles ont été les réactions de vos amis, de vos collègues, quand vous avez dit « je vais lancer un théâtre à Sydney », ville anglophone, mais un théâtre en français. On vous a dit que vous êtes fou ou Non, ils étaient impressionnés, mais pour moi, ça fait partie de ma vie quotidienne, en fait. Je parle beaucoup avec les Français autour du théâtre, donc pour moi, c'est presque rien de spécial pour moi. C'est complètement naturel pour vous. Complètement naturel. Ouais. Qu'est-ce que vous disent justement vos compatriotes australiens par rapport à la langue française? Est-ce que ça les intéresse? Ils ont un intérêt pour la culture francophone au sens large, les gens que vous côtoyez? Ah oui, absolument. L'idée de la France, c'est le bon vivant, c'est le bon vin, c'est le bon nourriture, c'est rester à la table avec les amis, la famille. Ça fait partie de l'idée de la France. Donc, je pense que les Australiens en général sont très attirés par ces concepts. C'est un art de vivre en fait, global, un art de vivre à travers le monde également. Alison, vous dans les gens que vous avez, je suppose, des Français, des Belges, des Suisses, des Québécois, des gens des différentes communautés. Comment est-ce que vous pratiquez vos ateliers avec eux? Est-ce que vous avez des exercices particuliers ou pas que vous mettez en place? Oui, donc en fait, dans le passé, moi j'ai fait le théâtre physique, donc c'est toujours par cette approche qui commence avec l'expression corporelle, et donc en commençant là, on peut sortir les mots petit à petit, prendre confiance à parler, donc n'importe d'où quelqu'un vient, on peut tous partager cette expression corporelle, et donc ça marche petit à petit comme ça. Donc pour moi, c'est à peu près universel. N'importe où je fais, je commence comme ça. Et c'est sous forme d'atelier, c'est sous forme de pièces de théâtre. Comment vous faites concrètement? Ici en Australie, pour l'instant, j'ai fait des ateliers. En France, j'étais avec une compagnie qui faisait des ateliers, mais aussi des spectacles. Donc ça aussi, c'est possible. D'accord. J'ai une autre question pour vous tous. Donc on le disait, il y a de plus en plus de francophones qui sont en Australie. Selon vous, le fait d'avoir de plus en plus de Français, de Belges ici en Australie, c'est une force pour le pays ou pas, Lulu? Mais bien sûr, hein, c'est formidable. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Pour moi, c'est un plaisir d'avoir d'occasion de parler avec plus en plus Français ou Belgique, etc. Pour moi, c'est une opportunité, occasion, ouais. Michael, vous êtes d'accord, hein, le fait d'avoir différentes cultures comme ça, ça apporte de la force au pays? Oui, parce que chaque culture a ses choses à ajouter à le melting pot d'Australie. Et le français fait partie de ça. Sarah, vous êtes d'accord? Vous rigolez à côté? Je suis complètement d'accord. On sait jusqu'où. C'est bien, juste partager la langue et juste avoir l'opportunité de pratiquer. De pratiquer, d'accord. Bon, je suis obligé de vous poser une question. Vous la redoutez cette question, n'est-ce pas? Quel est votre mot préféré en langue française? Le mot que vous préférez, Michael, je commence par vous. Pamplemousse. Pamplemousse. D'accord, on ne va pas demander pourquoi, mais... c'est génial. C'est un joli mot. C'est un mot avec une belle sonorité. Lulu, vous, quel est votre mot préféré? Vachement. Vachement. Mais pourquoi une vache? C'est une bonne question, il faudrait qu'on étudie. Voilà. Vachement. Vous me surprenez là pour l'instant. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Sarah? Le mien, c'est l'aéroport. L'aéroport. Le rapport. L'aéroport. D'accord. C'est bien. L'aéroport. Je l'ai mal prononcé, j'ai du mal. J'avais pas capté tout de suite. Très bien, le rapport. Avec l'avion, tu sais. L'aéroport. D'accord, ok, très bien. L'aéroport. Oui, mais ça, c'est parce que vous avez envie de voyage, vous avez envie de vous évader. L'aéroport, d'accord. Et vous, Alison? Moi, j'ai choisi triomphal parce que j'aime bien
Quand je le dis dans ma bouche, c'est français. Vous n'avez pas choisi les mots les plus simples, hein, quand même. Pamplemousse, triomphal, aéroport. Moi, je m'attendais à amour, etc. Bon, d'accord, voilà, c'est des... J'aurais dû faire ça, en fait. On aurait dû faire ça. J'avais une autre question à vous poser, vous, les Australiens qui êtes là depuis plusieurs années. Si on devait donner un conseil aux gens qui veulent voyager ici, allez, la région ou la ville que vous préférez. Je vais recommencer par Michael. Allez, une ville à visiter ici en Australie. Ah, Melbourne. Et pourquoi? Parce que Melbourne, c'est une ville géniale, c'est intéressant, il y a beaucoup de trucs de couture, beaucoup de bons endroits pour manger. Je crois que Melbourne, c'est une bonne ville pour les Français, mais pour être quelque chose de différent, Sydney. Sydney, d'accord, effectivement. Lulu? Sydney. Sydney également, pourquoi? C'est tellement beau, c'est vraiment beau, mais il y a le culture ici. Et je dirais que les restaurants, la cuisine à Sydney améliore chaque jour. Alors Melbourne, c'est maintenant peut-être deuxième. En deuxième. Ah ouais, en deuxième, voilà. D'accord. Sarah, votre ville ou votre endroit préféré que vous nous conseilleriez? Je conseille Adelaide, en fait. Adelaide? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas très connu, tu sais, mais c'est un petit trésor. Il y a plein de vins, il y a moins de gens. C'est juste beau. C'est juste beau. Et vous, Alison, un endroit? Mon conseil serait de ne pas rater le côté ouest parce que tout le monde vient à côté est. C'est vrai que l'ouest le côté ouest n'est pas très connu, en fait. Vraiment beau. Et c'est loin, mais ça vaut la peine. D'accord, ce serait plutôt vers Perth, vers le nord, là où on peut plonger? Vers le nord si on a le temps, mais Perth, c'est formidable comme vie. Et puis Margaret River pour les vins. Il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et il y a moins de monde. Là-bas, on a de la place, on a un petit peu de place effectivement là-bas. Voilà. Et je suis obligé de vous poser également la question, si on a des téléspectateurs qui veulent s'expatrier, qui veulent venir ici, non pas en voyage, mais s'expatrier, quels conseils vous pourriez donner? On parlait de l'Eldorado australien dans la première partie. Est-ce que vous avez envie de nuancer cette partie en disant « Ok, l'Australie, c'est un très beau pays, mais voilà ce qui peut vous attendre ». Lulu, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller avant de venir? L'Australie, c'est... La chose qui me gêne un petit peu et que j'adore de la France est très, très sensuelle. Et on se sent comme une femme à Paris. Ici, c'est un peu plus british, un peu plus anglo-saxonne. Alors, je me souviens que ma professeuse à l'université disait qu'elle ne se sentait pas comme une femme. Et c'était une manque pour elle. C'est quelque chose qu'elle manquait. Alors, on a besoin des Français pour warm it up a little bit. Un petit peu plus chaud. Effectivement, je comprends. Michael, le conseil que vous pourriez donner? Pour les Français, je dis que les Australiens vivent comme les Américains. Ils parlent comme les Anglais, mais on pense comme les Australiens. Vous pensez comme les Australiens? On n'est pas comme les Anglo-Saxons ne sont pas tous les mêmes. D'accord. Sarah de Possès, vous de votre côté, quelqu'un qui a envie de se lancer dans une carrière artistique en Australie, vous avez des conseils, vous conseilleriez ou non, vous direz c'est un petit peu compliqué ici quand même de se lancer dans une carrière artistique? Oui, c'est un peu compliqué, mais je pense que le truc, c'est juste faire le projet toi-même. Il ne faut pas juste attendre des opportunités à venir, il faut vraiment créer des projets. Ici, il faut être actif. Exact. Voilà, ça ne tombe pas comme ça, il faut vraiment faire les démarches, etc. Justement, quelqu'un qui a envie un jeune comédien ou un jeune chanteur qui veut venir ici, le premier réflexe qu'il devrait avoir en Australie, ce serait quoi, par exemple? Juste aller rencontrer les gens, juste de se lancer dans les petites communautés artistiques, de théâtre. Au théâtre de Sydney, par exemple. De parler avec Michael, de voir un truc de Lara. Alison, de votre côté, en un mot, vite fait, quels conseils vous pourriez donner ou les conseils que vous donnez justement aux gens que vous accueillez? Ne pas trop croire aux histoires que tout soit difficile et il y a des animaux qui vont vous mordre à chaque fois. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, en tout cas, le message est relativement passé pour tout le monde. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour effectivement de ces petits conseils et ça a été bien donné. Je rappelle sur TV5 Monde quand même que vous pouvez
pouvez vous aussi donner des conseils, donner vos expériences, partager effectivement ce que vous avez vécu ici en Australie sur le hashtag TV5 Monde, aussi le mot dièse TV5 Monde pour être parfaitement francophone. Vous pouvez donc vous aussi réagir sur donc TV5 Monde, sur le compte Twitter notamment de TV5 Monde. Merci en tout cas à vous tous pour ce tour de table. Merci d'avoir été nos invités sur TV5 Monde. Et tout de suite, on va passer à la prochaine étape. Nous allons passer le relais à Pascal Vessé qui se trouve à Séoul, en République de Corée. Bonjour Pascal, vous êtes au MMCA, le célèbre Musée national d'art contemporain. Bon, vous êtes prête? Vos invités aussi, je suppose? Nicolas, oui, tout va bien. Je vous remercie avec Choi Jun-ho, directeur de la prestigieuse Université nationale des arts de Corée. Nous sommes prêts avec nos invités et toute l'équipe de la chaîne de télévision Arirang, partenaire de ce tour du monde de la francophonie. Nous sommes prêts, nous sommes vraiment impatients de commencer. Voilà donc pour la prochaine étape donc de ce tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde. Merci en tout cas de nous avoir suivis donc depuis Sydney devant ce superbe décor avec ce pont derrière moi qui est l'un des symboles de la ville de Sydney. Je vais de nouveau remercier mes invités australiens, francophones et francophiles. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Michael Gringer, je vous rappelle que vous êtes le directeur du Petit Théâtre de Sydney. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je viendrai voir une petite pièce pendant les quelques jours que j'ai. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous me ferez peut-être 1 ou 2 cours de théâtre d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Lulu, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chanteuse au sein du duo Baby et Lulu avec cet album qui est magnifique. Merci Lulu en tout cas. Bravo pour la musique. Moi, j'ai adoré. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sarah de Possès, on va suivre également vos prochains projets. Donc, on espère peut-être vous voir en France, en Belgique, au Québec ou dans d'autres pays francophones. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alison Windsor, merci de nous avoir expliqué ce qu'était donc artiste enseignante en Australie. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie également toutes les équipes techniques de TV5 Monde, mais aussi ici en Australie qui nous ont aidés à préparer cette émission. Très bonne suite de ce tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde. À très vite.